Zone Europe. Bonjour et bienvenue dans Zone Europe sur Sensation, une émission enregistrée au Parlement européen de Bruxelles et réalisée en association avec TV78. Voici le sommaire de ce nouveau numéro, un numéro spécial franco-allemand. L'environnement, une thématique importante, nous vous ferons découvrir Synchrone, un podcast franco-allemand sur l'environnement. L'inspecteur Derrick, vous connaissez forcément, dans notre rubrique culture, nous reviendrons sur le succès de cette série allemande. Voyager dans l'assiette, à la fin de cette émission, nous vous ferons découvrir une nouvelle spécialité. Mais tout de suite, on s'intéresse au jumelage entre la France et l'Allemagne, une façon de favoriser l'amitié franco-allemande. Zone Europe. Bonjour et bienvenue sur Sensation, nous sommes avec Fabrice Poré, président de l'association Le Havre-Magdebourg, donc qui gère le jumelage entre ces deux villes. Bonjour Fabrice. Bonjour. Alors ça fait maintenant 5 ans que Le Havre et Magdebourg sont jumelés. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu pour commencer la ville de Magdebourg ? Alors la ville de Magdebourg est une ville qui se situe en Saxe-Anhalt, qui est en fait dans l'ancienne République ancienne Allemagne de l'Est, qui se situe à 140 km de Berlin. Ça vous situe un petit peu plus la ville, qui est sur le bord de l'Elbe. Voilà. Donc c'est une ville qui a été maintes fois détruite pendant les différentes guerres, même depuis la guerre de 30 ans et l'invasion napoléonienne. Enfin, une histoire un peu similaire à celle du Havre. Donc on est jumelés pour des raisons aussi historiques. Voilà. Alors la question du jumelage n'est sûrement pas claire pour tout le monde, donc quel est l'intérêt, l'objectif d'un jumelage entre une ville française et une ville allemande ? Il faut savoir que les jumelages sont partis sur le moment de la réconciliation entre la France et l'Allemagne, après-guerre, par le traité d'Élysée, qui a été signé en 1963. Et par rapport à ça, en fait, il a été noté que beaucoup de villes de Normandie ont été jumelées avec l'Allemagne, notamment la Basse-Saxe et la partie plutôt nord de l'Allemagne. Le Havre ne coupe pas cette tradition, si j'ose dire. L'importance des jumelages, c'est de se rapprocher des populations étrangères pour avoir une connaissance intime de l'autre et ainsi avoir une meilleure appréhension de l'étranger et ne plus le voir comme un potentiel ennemi, mais plutôt comme un partenaire. Alors par votre poste de président de l'association, vous êtes au cœur du coup de cette thématique sur l'amitié franco-allemande. En quoi ces jumelages sont importants pour la préservation de cette amitié justement ? Bien, du coup, nous organisons très régulièrement des voyages qui sont en fait une année sur deux en alternance, soit un accueil, soit un voyage sur site. L'intérêt, c'est que les voyageants puissent être hébergés chez l'habitant pour nouer des liens d'amitié, d'ailleurs qui perdurent depuis maintenant quelques années que nous existions. Il y a beaucoup de personnes qui continuent à aller dans les familles en dehors des voyages, c'est-à-dire que les liens d'amitié sont créés, et ça on est très très fiers d'avoir participé à cette amitié naissante. Et plus il y aura d'échanges entre les gens, plus il y aura des liens d'amitié, et meilleure la paix sera maintenue. Et de quelle façon du coup ce jumelage se fait ressentir dans la ville du Havre ? Alors nous avons une action au sein des Havrais qui est plutôt ciblée soit sur les écoles en faisant des présentations en milieu scolaire dans les écoles de la ville de Magdebourg avec des photos, on explique la vie. On propose aussi aux habitants du Havre des ateliers de cuisine allemande pour proposer des recettes typiques de la région de Magdebourg et autres. Et nous organisons aussi des cours d'allemand pour grands débutants, pour aider aussi les Havrais qui souhaitent participer au voyage, et pas seulement, pour appréhender la langue allemande, qui n'a pas forcément une bonne presse car elle est dite langue difficile, mais ce n'est pas du tout le cas quand on s'y intéresse avec beaucoup de motivation et d'intérêt. Donc voilà, nos actions principales sont plutôt liées à promouvoir la langue allemande, favoriser les échanges, parce que nous organisons aussi des rencontres sportives et culturelles, plus culturelles d'ailleurs que sportives, car nous avons beaucoup aidé les échanges au niveau des chorales de la ville du Havre avec celle de Magdebourg. Une aide qui est plutôt logistique et organisationnelle, une aide aussi linguistique, puisque nous avons la chance
dans notre association d'avoir beaucoup de germanophones, donc pour aider les traductions, mais aussi un grand soutien pour l'hébergement, pour aider à trouver, à développer les potentiels d'hébergement au Havre. Notamment lorsque nous faisons les rencontres d'orchestres où nous avons un orchestre qui arrive au Havre avec 65 musiciens. La jauge d'hébergement est très importante, donc notre association est vraiment sollicitée pour vraiment aider à ce que ça se passe très bien. Voilà. Alors, un des principaux objectifs de l'association, c'est d'assurer un lien entre les habitants des deux villes. Comment on fait pour établir un lien justement entre les habitants d'une ville allemande et d'une ville française ? Alors, nous avons notre équivalent à Magdebourg qui s'appelle la DFG, la Gesellschaft, la Französische Deutsche Gesellschaft, qui est en fait une société franco-allemande qui est, elle, en Allemagne nationale. Ils ont des antennes un petit peu dans tous les Länder. Donc, nous avons notre homologue à Magdebourg, ce qui fait que pour les échanges et les organisations de voyage, nous avons affaire directement à eux. Ils servent aussi de relais pour nous transmettre des informations un peu plus techniques sur le paysage associatif magdebourgeois, car nous avons aussi à cœur de faire rencontrer les différentes associations, non seulement la nôtre, mais aussi des associations sportives. Nous avons réussi à faire des échanges avec Randocéane, qui est une association de randonneurs, avec la Wanderbewegung de Magdebourg, sous forme de rencontres, de randonnées communes, soit directement dans chaque ville ou soit dans une ville annexe entre les deux pays. Car il faut savoir que Magdebourg se trouve à 1007 km du Havre, ce qui est un petit peu loin. En effet. Donc c'est important de pouvoir avoir un lieu intermédiaire pour ce genre de choses. Nous avons développé aussi des rencontres au niveau de la pétanque. Ils se rencontrent régulièrement pour faire des matchs. L'été dernier, des Havrais sont partis participer à un tournoi de pétanque à Magdebourg. Nous avons aussi des pistes pour des échanges avec l'aviron, le football, le handball, le judo. Plusieurs pistes sont en cours d'études. Il faut savoir que notre association comprend beaucoup de membres qui sont très investis dans la culture au Havre. Et pas assez à mon goût, au niveau du sport. Donc, pour nous, c'est un peu plus difficile de développer le domaine sportif, car nous n'avons pas assez de liens avec les sportifs havrais. Donc, je lance un appel à tous les sportifs havrais en association, en club, de se manifester auprès de nous s'ils souhaitent faire un échange avec un club magdebourgeois. Nous les aiderons pour réaliser leurs souhaits. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Bah, je pense que le message est bien transmis. Voilà. Alors en juin, ça sera le 5e anniversaire de ce jumelage, donc entre le Havre et Magdebourg. Pendant cette cérémonie, vous évoquerez des différents projets entre les deux villes. Donc quels sont-ils ? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces futurs projets ? Alors, tout est encore un petit peu en cours d'élaboration, hein, donc il n'y a rien de fixé au niveau des dates. Je ne peux pas vous donner de date précise, mais il faudra revenir très 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 vite. Allô ? Oui, je vous entends. Oui, pardon, excusez-moi. Donc, il faudra revenir très vite auprès de nous pour avoir des dates précises, parce que nous avons le souhait de faire une quinzaine allemande au Havre avec des différentes activités, notamment des présentations d'images de Magdebourg au Havre, aussi une après-midi conte bilingue pour les enfants et les parents, auprès de contes mis en bruitage, des contes typiques des deux langues. Voilà. D'accord. Nous avons aussi lancé une action de sondage sur réceptionner des intentions et des remarques des Havrais. Quelles sont les visions des Havrais, comment voient les Havrais Magdebourg et comment les Magdebourgeois s'imaginent le Havre. Et nous allons sans doute faire une collection de témoignages pour faire un peu un bilan de la connaissance des deux villes de part et d'autre. Et puis au niveau du reste des activités,
Il y a des activités surprises, je ne vais pas en parler, parce D'accord. que je ne veux pas vendre la mèche avant. Donc ça va s'échelonner sur toute l'année. L'idée, c'est pas que nous n'ayons pas une grosse action d'un seul coup, mais d'être présent le plus souvent possible sur le territoire. Très bien. Et merci beaucoup Fabrice Poré d'avoir été avec nous. Mais je vous en prie. Horst Tapper a incarné pendant plus de 20 ans l'inspecteur Derrick à la télévision. Retour sur le succès de cette série allemande avec Thomas Fleischer et Matt Finance. Zone Europe. Beaucoup d'entre nous connaissent, mais pour ceux qui éventuellement ne connaîtraient pas, Derrick, c'est qui ? C'est quoi ? Alors Derrick, c'est l'inspecteur principal Stéphane Derrick qui travaille à la police criminelle de Munich. Il est accompagné dans ses enquêtes de son collègue Harry Klein. Alors Derrick, c'est une série de 281 épisodes qui sera diffusée à partir de 1974 durant 24 ans en Allemagne et jusqu'en 2013 dans d'autres pays à coup de rediffusion sur diverses chaînes. Qu'est-ce qui a fait que cette série ait eu un tel succès ? Alors pour moi, il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est on sort des habituelles séries américaines ou anglaises qu'on a à l'époque. On découvre d'une certaine manière un autre exotisme, celui de l'Allemagne, sachant que la série se déroule à Munich et qui n'est pas la ville la plus moche d'Allemagne. En deux, je dirais les enquêtes elles-mêmes, puisqu'on a dans un style à la Colombo, fait de psychologie, de déduction, de sondage des âmes, des suspects. Alors comme Colombo, Derrick sort rarement son arme. En fait, il la sortira 10 fois en 24 ans. En revanche, à la différence de Colombo, on ne connaît pas le suspect dès le début et Derrick intervient dans toutes les strates de la société, au contraire de Colombo, dont les suspects étaient toujours riches et célèbres. En 3, on y trouve des guests, alors évidemment connus du public allemand, mais pas que, puisqu'on aura quand même des gens comme Kurt Jürgens ou Horst Buchholz, des 7 mercenaires, qui joueront dedans. Et puis il y a aussi l'acteur, non ? Alors, ça tient aussi au personnage d'Derrick lui-même, grand, carré, rassurant, intelligent, toujours élégant avec ses costumes, ses lunettes cerclées d'or ou sa grosse montre en or. Derrick, ça nous dit quoi de l'Allemagne ? Alors ça nous dit plusieurs choses. En premier, ça nous montre une Allemagne opulente, sortie de la guerre 30 ans auparavant, au démarrage de la série, donc en 1974. D'autant qu'on est à Munich, en Bavière, un land riche avec son économie, son architecture, ses traditions, ses paysages. Donc on est loin de Allemagne année zéro, le film de Rossellini. Ça nous montre aussi un conservatisme rassurant tant du côté des enquêtes où la moralité de Derrick l'emporte toujours, son côté droit, travailleur, que du côté bourgeois du personnage avec encore une fois son look et son éternel BMW. Cet aspect conservateur, comme tu dis, ça a aussi un aspect plus humoristique aussi, non ? Oui, en effet, car ce conservatisme se traduit par l'absence de changement qui, encore une fois, rassure. Durant 24 ans, Derrick et son collègue restent au même poste, ne changent pas de bureau. Et évidemment, c'est cet aspect conservateur qui a donné toutes les parodies possibles concernant la lenteur des épisodes, l'absence d'action et le côté, quand Derrick monte en voiture, on le voit bien mettre sa ceinture de sécurité. Derrick, c'est tout de même fini par un scandale, si on peut dire, non ? Oui, en 2013, la ZDF, qui rediffusait la série, l'a arrêté quand un journal allemand a révélé que Horst Tappert, qui interprétait Derrick, donc, avait appartenu à la Waffen-SS et avait été affecté à la division SS Totenkopf. D'autres chaînes en France ou à l'étranger feront de même, sachant que la série avait été vendue dans plus d'une centaine de pays. Une anecdote ? Alors, plutôt un point d'ironie, à savoir que la ville de Munich où se déroule l'action de la série désignera Horst Tappert commissaire d'honneur de la ville en 1980. Or, n'oublions pas que Munich a été dans les années 20 le berceau du mouvement nazi, même si on ne peut évidemment pas résumer Munich à cette partie de son histoire. Et donc son commissaire d'honneur se verra rattrapé par ce même passé un peu encombrant. On va à présent parler d'environnement. Jessie Williams reçoit les créatrices de Synchrone, un podcast franco-allemand sur l'environnement. Zone Europe sur Sensation. Comment l'Allemagne et la France gèrent les thématiques environnementales comme la gestion des déchets, la mode, le rapport à la nature ou encore l'alimentation locale ? Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Chloé Cosson et Camille Sarrazin, toutes deux créatrices de Synchrone, un site de podcast sur les thématiques environnementales. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Bonjour. Alors Camille et Chloé, vous avez créé le site Synchrone Podcast, un site de podcast sur les thématiques environnementales en France et en Allemagne. Quel est votre parcours scolaire et comment en êtes-vous arrivé à vous intéresser à l'environnement dans les deux pays ? Alors, parcours scolaire, c'est assez long à expliquer, mais disons que j'ai fait un bac ES. Après mes études, je voulais devenir journaliste, donc j'ai fait des études de lettres et d'anglais. Et j'ai terminé en master de journalisme culturel. Donc voilà, des études vraiment liées au journalisme, aux médias. Ouais.
Ouais, moi j'ai su très tôt aussi que je voulais être journaliste, donc à 13 ans à peu près. J'ai eu un parcours très classique, Sciences Po, école de journalisme. Et c'est justement en révisant les concours des écoles de journalisme que j'ai rencontré Chloé. Et on s'est rendu compte toutes les deux qu'on avait toutes les deux vécu à Berlin, mais pas à la même époque, et qu'on adorait toutes les deux l'Allemagne, le franco-allemand. Et après, sur l'environnement, je pense que c'est plutôt... pourquoi on s'est lancé dans cette thématique-là, c'est peut-être plutôt des intérêts personnels pour ça, mais pas forcément quelque chose qu'on a étudié à la fac. Et justement, dans quel cadre vous avez vécu en Allemagne ? Moi, c'était à Sciences Po, il y a la 3e année qu'on doit faire à l'étranger. Et donc, j'ai décidé de partir à Berlin, puisque ça faisait 10 ans que j'apprenais l'allemand. Et j'ai décidé d'aller m'installer en Allemagne pour améliorer mon allemand. Et voilà, ça a été très dur de repartir après, ça a vraiment été le coup de cœur. Pour vous aussi ? Ouais, moi c'était un peu pareil. En fait, c'est marrant parce que je suis allée juste après, une année après Camille, en fait. J'ai passé 1 an en Erasmus à Berlin et c'était vraiment un coup de foudre incroyable. Enfin, je suis tombée folle amoureuse de la ville au point où juste après mes études, je suis retournée vivre à Berlin. Et c'est une ville qui m'a énormément apporté. Et justement, j'ai découvert tout cet univers franco-allemand à Berlin. Forcément. Et il faut dire aussi que Chloé a débarqué à Berlin sans parler allemand. Ouais. Et que maintenant elle parle mieux que moi, enfin, elle a vraiment un niveau excellent. Alors justement, vous considérez Berlin comme une ville passionnante et vous partagez le même amour pour la ville, comme on peut le découvrir sur votre site synchronepodcast.com. En quoi consiste justement ce site internet et quels sont les sujets qu'on peut y retrouver ? En fait, pour nous, c'est un peu un point de rencontre pour toutes nos auditrices, nos auditeurs. C'est-à-dire que si, par exemple, après avoir écouté le podcast, les auditrices ou auditeurs ont encore des questions, ou en fait, on fait en sorte de référencer toutes nos sources tous les mois pour voir de quoi on parle. On a toujours un travail de recherche pour chaque épisode. Et en fait, nous, ça nous arrive quand on écoute des informations de se demander mais d'où ça vient, ce chiffre, etc. Et en fait, on aime bien aussi. Et puis, c'est aussi pour nous l'occasion de présenter nos épisodes. En fait, on présente un peu la thématique et comment on est venu à la thématique sous forme de petits articles pour chaque épisode. C'est ça, pour chaque épisode, il y a un article où on met aussi l'illustration qui est faite par une amie à nous qui est très talentueuse. Et puis, on met toutes nos sources parce que pour nous, c'est très important quand les auditeurs ou auditrices écoutent quelque chose de pouvoir aller vérifier par eux-mêmes et pas juste nous croire sur parole, même si on a bien fait nos recherches. Et Synchrone est donc un projet interculturel franco-allemand sur l'écologie. Une fois par mois, vous publiez un podcast en allemand et en français. Comment est-ce que vous définissez justement les sujets que vous voulez aborder ? Alors pour le premier sujet, ça a été très simple. Enfin, c'est pas ce qu'on avait prévu du tout au départ, parce que c'est un projet qu'on a mûri pendant quelques mois, et puis pendant le premier confinement on s'est dit ok, là on va vraiment faire le podcast, mais on peut pas le commencer sans parler de la crise du coronavirus, ce serait très bizarre. Donc le premier épisode, ça a vraiment été sur ça et sur toutes les réflexions qu'on a eues nous-mêmes pendant le confinement, sur notre rapport à la nature qui a changé ou pas, peut-être aussi ce que ça a fait à l'environnement, que d'un seul coup l'économie s'arrête, que les avions restent sur le tarmac. Et puis après, pour les autres sujets, c'est vraiment en fonction de nos rencontres et puis de nos intérêts personnels. Et on essaye toujours qu'il y ait une dimension franco-allemande à chaque épisode. Les 5 épisodes sont déjà en ligne sur votre site internet. Le premier épisode est consacré, vous venez de le dire, à la crise du Covid-19 et à notre rapport à la nature. Et justement, pensez-vous que notre rapport à la nature a été modifié grâce au coronavirus, que ce soit en France et en Allemagne ? En fait, dans le premier épisode, on a fait une espèce de micro-trottoir et on est allé voir des amis, de la famille, des gens qu'on connaissait plus ou moins en France et en Allemagne. On leur a demandé justement si leur rapport à la nature avait changé. Et en fait, chacun à sa manière avait une réponse qui allait dans ce sens-là, qui disait que d'une manière ou d'une autre, que ce soit une amie par exemple qui s'est mise à jardiner pendant le confinement, ou mon père qui n'est pas du tout sensible à l'écologie par exemple, qui disait « Ah tiens, c'est fou, on entend les oiseaux vachement plus fort », ou c'est plein de petites choses comme ça. Je trouvais que c'est ce qu'on se disait, il y a eu vachement de gens qui se sont rapprochés des thématiques environnementales pendant le confinement. En tout cas, c'est l'impression qu'on avait et ça l'a confirmé quand on a produit l'épisode. Et comment est-ce que vous faites pour rapprocher justement la France et l'Allemagne dans vos podcasts ? Déjà on a fait le pari de traduire tous les épisodes, donc on les enregistre 2 fois, une fois en français et une fois en allemand, donc qui n'est pas notre langue maternelle. Et puis on essaye toujours, on travaille avec une équipe qui est franco-allemande pour avoir ce double regard.
Et puis ensuite, ça va être dans la manière dont on traite les sujets. Donc par exemple, l'épisode sur la mode éthique, Chloé, elle a interviewé une créatrice de mode à Berlin qui est française mais qui a décidé de s'installer en Allemagne et qui se définit d'ailleurs comme parisiano-berlinoise. Ouais, c'est ça. Et donc c'est comme ça, c'est dans la manière dont on va traiter le sujet. Et les sujets sont très divers, hein, et à chaque fois vous vous concentrez sur la France et l'Allemagne. D'après vous, quel est le pays le plus soucieux de l'environnement à l'heure actuelle ? Franchement, c'est une question hyper difficile parce qu'en fait, ça fait partie des motivations du podcast au départ. Oui. Nous, on aimerait bien en fait justement renverser certaines idées reçues et on voit les Allemands comme beaucoup plus sensibles à l'environnement et c'est en partie vrai, mais pas seulement. Ça dépend beaucoup des sujets. C'est vrai que sur l'épisode sur le zéro déchet, l'Allemagne était clairement au-dessus, mais en fait, ça va dépendre. Sur l'énergie, par exemple, ils ont encore leurs industries avec le charbon, etc. En fait, on voulait se pencher sur des thématiques. On voulait s'autoriser en fait à porter un regard un peu naïf sur chacune des thématiques qu'on aborde qui touchent à notre quotidien, que ce soit la mode, l'alimentation. En fait, on fait une première série en 10 épisodes et dans chaque épisode, on va explorer une thématique très très vaste qui pourrait faire l'objet d'un podcast entier. En fait, la mode, on aurait pu faire tout un podcast sur la mode, l'alimentation, pareil. Et en fait, dans chaque épisode, on va voir que c'est pas tout noir ou tout blanc. C'est pas l'Allemagne fait mieux, la France fait mieux. Et il y a des choses intéressantes à piocher dans chaque pays. Et c'est justement l'objet du podcast, c'est de voir ce qu'il y a de bien des deux côtés et de rapprocher les deux pays pour aller vers une société plus écologique. Et finalement, ce que chaque pays fait un petit peu de son côté, l'autre pourrait le reprendre comme exemple. Exactement. Et je pense que c'est ça la force aussi du podcast, qu'il y ait ce regard franco-allemand et ça permet de pas juste juger son pays en disant voilà, ça c'est mal fait. Ça permet aussi de voir ce qu'il y a de positif dans chaque pays et comment chacun pourrait s'inspirer l'un de l'autre. Vos podcasts ne sont pas là pour dénoncer quelque chose qui est mal fait, etc. C'est vraiment pour faire avancer les pays dans les questions de l'environnement, etc. Est-ce que votre amour pour l'Allemagne et la ville de Berlin plus particulièrement vous a appris des choses sur la gestion des déchets, sur des choses que l'Allemagne met en place pour prendre soin de l'environnement et sur lesquelles justement la France devrait prendre exemple? Vous aviez donné 2-3 petits exemples très vite fait. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a la consigne qui est un gros sujet qui n'existe pas en France, alors qu'en Allemagne c'est vraiment dans les mœurs. Donc c'est le fait quand on achète une bouteille en plastique ou en verre d'aller la redonner pour qu'elle soit réutilisée contre un petit peu d'argent. Ça, moi, c'est vraiment le truc en Allemagne où je me suis dit ok, mais c'est une super idée. Pourquoi on fait pas ça en France et surtout pourquoi on le fait plus puisque ça existait avant. Et puis sur le tri des déchets, ils sont aussi meilleurs que nous. D'ailleurs, avec Chloé, on a fait un festival, ça paraît il y a très longtemps maintenant, donc avant le coronavirus, et où tout le festival était totalement zéro déchet, donc avec des éco-cups, chacun devait ramener sa poubelle à la fin du festival pour que tout reste propre une fois que tout le monde était parti. C'est le genre de choses que j'ai pas encore vues en France, par exemple. Et d'un point de vue justement des citoyens, est-ce que les citoyens allemands font plus attention à l'environnement et à la nature que les Français ? C'est difficile à dire. C'est dur à dire. Ça reste une énorme thématique en Allemagne, ça c'est sûr. Mais après, il y a des gens qui s'en fichent complètement. Mais c'est vrai que moi, quand je suis arrivée à Berlin, ce que disait Camille, je n'étais jamais allée en Allemagne avant, je connaissais rien de l'Allemagne. Et en fait, j'étais déjà sensible aux questions environnementales et j'avais entendu par exemple que c'était impossible dans une grande ville de mettre en place un compost, notamment à Lyon, puisque je vivais à Lyon, c'est là où on s'est rencontrés. Et en fait, en arrivant à Berlin, qui est quand même une ville immense, on voyait un compost municipal pour l'ensemble de la ville. Donc c'est quand même... Et j'ai l'impression qu'au niveau du tri des déchets, c'est moins le bazar qu'en France. Donc il y a peut-être une petite sensibilité. Après... l'Allemagne, c'est tellement un pays... à Berlin, c'est très différent de Munich, par exemple. C'est beaucoup plus alternatif, c'est beaucoup plus... Donc chaque pays devrait prendre exemple sur l'autre, finalement, pour avancer et pour répondre au mieux à ces problématiques environnementales. Merci beaucoup, Camille et Chloé, d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle votre site, c'est synchronepodcast.com ou sur Instagram, c'est synchrone.podcast. Pas besoin de passeport ni de valise pour voyager, c'est à un voyage dans l'assiette que je vous invite à présent. Zone Europe Voyage. Moi, je vais vous présenter les Rinderrouladen, on peut dire aussi Rindsrouladen, où il s'agit donc des escalopes de bœuf avec une farce à la moutarde, oignons, cornichons et du lard enroulés
qui sera cuit en braisé, servi avec des spätzle maison au beurre et du chou rouge. En Allemagne, c'est simple. Vous allez chez le boucher, vous demandez des rouladen, vous auriez des tranches préfaites. On est en France, donc ça sera un peu compliqué de demander aux bouchers français de nous couper des escalopes de bœuf. Donc c'est ce qu'on a fait là. On a une fois pris du paleron, on a découpé une belle escalope, mais on va aussi faire l'essai avec des rump steaks qu'on a légèrement aplatis. Légèrement, puisqu'il ne faut pas non plus détruire la structure du bœuf. Donc les Rinderrouladen, on va les tartiner avec la moutarde. C'est la moutarde allemande, donc du Tafelsenf, qui est moins fort que la dijonnaise, mais pas aussi sucrée que l'américaine non plus. Ou on peut être bien généreux. Ensuite, on va mettre des oignons. Moi j'aime bien les oignons, donc je suis généreux. Évidemment, vous pouvez en mettre moins aussi. Vous pouvez aussi mettre des rondelles. Moi j'aime bien des petites brumes. Ensuite, des Gewürzgurken, des cornichons. Rien à voir avec le petit cornichon en France. Bien croquant, le cornichon allemand, la Gewürzgurke. Donc là j'ai mis les cornichons en longueur de l'escalope et on va l'enrouler avec son lard. Voilà. Nous avons donc enroulé nos rouladen, puis on les a ficelés. Maintenant, une fois qu'ils sont ficelés, on va les saisir. On va mettre le beurre dans la marmite et on va attendre que le beurre y fonde. On va faire attention que le beurre ne rince pas parce qu'on travaille avec du gaz, donc ça peut aller très 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 vite. Et on va donc les mettre dedans pour les saisir. Donc là, ça a assez saisi, donc on va baisser le feu déjà. Et maintenant, on va sortir nos roulades qui ont légèrement saisi. Et maintenant, on va commencer à mettre tous nos légumes. Je les ai quand même épluchés. Pour la taille de la casserole, on va couper légèrement. Mais là, les carottes et les oignons, c'est bon en entier. Et les oignons. Et maintenant, on va y ajouter de l'ail, du thym, du laurier et du romarin. On va mettre 2 cuillères à café de miel, un chouïa de vin blanc, une noix de muscade, un peu de paprika, du poivre, du sel et on finit au vin rouge. Et pour finir, on met de l'eau parce qu'on veut à la fin quand même avoir beaucoup de sauce parce qu'il nous faut beaucoup de sauce. Et là on a fait un très joli fond avec beaucoup de saveurs, beaucoup d'ingrédients. Un bon petit fond qu'on va maintenant allonger à l'eau et puis on va remettre les roulades dedans et puis faire cuire pendant 1h30, 2 heures à feu doux dans notre marmite. Je vous souhaite un très bon appétit avec un des plats typiques allemands le plus connu, apprécié par moi, ma grand-mère, mais aussi par Angela Merkel. Les expressions populaires, être fou, les Français disent avoir une case en moins. Que disent les Allemands? Écoutez.
Zone Europe, expression d'ici et d'ailleurs. En Allemagne, on dit nicht alle Tassen im Schrank haben, ce qui signifie ne pas avoir toutes les tasses dans le buffet. Ce numéro spécial franco-allemand de Zone Europe touche à sa fin. Merci aux équipes techniques du Parlement européen de Bruxelles, ainsi qu'au Fonds citoyen franco-allemand. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et sur notre application Radio Sensation, et également sur TV78. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Zone Europe. Bonne soirée à tous. Zone Europe sur Sensation.